Bonjour chers étudiants et étudiantes, nous continuerons toujours avec le thème numéro 2 du développement, approche théorique et évolution. Nous allons consacrer cette capsule pour parler des approches libérales du développement. Alors dans les approches libérales du développement, nous allons voir successivement la théorie du décollage ou des étapes de la croissance et par la suite la théorie du libre-échange, les avantages comparatifs. La théorie du décollage, présentée par Walt Rostow en 1961. Pour Rostow, dans cette théorie du développement, la théorie du décollage renvoie aux étapes de la croissance économique pour marquer l'évolution de sociétés non développées vers le développement économique. C'est-à-dire, quand on parle de la théorie du décollage, on parle de celle des étapes de la croissance, c'est-à-dire le modèle linéaire proposé par Rostow, et qui montre le chemin que doivent parcourir les sociétés non développées pour arriver à la situation du développement économique. Nous allons voir à ce propos d'abord les étapes, puis les principales conclusions que l'on peut tirer du modèle proposé par Rostow, et puis les critiques du modèle. Alors, c'est quoi les étapes de la croissance? Ça consiste en quoi? En fait, Rostow va nous proposer 5 étapes par lesquelles toute société doit passer pour arriver à la situation de développement. La première étape, c'est celle de la société traditionnelle. Une société traditionnelle a un certain nombre de caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, c'est que dans une société traditionnelle, on va avoir une prédominance de l'activité ou des activités agricoles, qui généralement s'effectue au sein d'une structure familiale, ou dans un cadre familial, les petites exploitations agricoles, familiales, petites fermes, etc. Et dans cette activité agricole, il y a presque peu de technologie, donc c'est-à-dire des manières ou des façons très traditionnelles pour exploiter la terre et produire les denrées alimentaires. Donc voilà, en gros, l'étape de la société traditionnelle. La seconde étape, celle que Rostow nomme les conditions préalables au décollage. Dans cette étape-là, on va observer que l'épargne et l'investissement commencent à se développer. Le fait que l'épargne et l'investissement se développent, cela va permettre une augmentation de la production dans l'agriculture et on va avoir l'apparition un petit peu de l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie, ou ce que Rostow appelle l'industrie naissante. La troisième étape, celle du décollage, le take-off. À ce niveau, il s'agit d'une phase qui est cruciale, décisive, pour une société en vue d'aspirer au développement. Au cours de cette phase de take-off, la croissance devient un phénomène normal, c'est-à-dire
ça y est, on s'habitue à ce phénomène d'augmentation de la richesse des quantités produites. Le take-off est rendu possible par une augmentation du taux d'investissement. Marquez que dans la phase 2, il y a l'investissement, il y a l'épargne, mais ici on parle d'un taux d'investissement qui va de 5 à 10% au niveau national. C'est-à-dire, il va avoir un rythme d'investissement assez important. Et puis, cet investissement qui va avec une cadence de 5 à 10% va permettre l'apparition ou la mise en place d'industries nouvelles qui vont jouer cette industrie nouvelle va jouer le rôle de moteur dans l'économie. C'est cette industrie nouvelle qui va, si vous voulez, donner un grand coup de pouce à la croissance et au développement de cette société. Dans la phase ou l'étape 4, on arrive à une certaine maturité où on commence à se rapprocher de la maturité. Dans cette phase-là, on va voir qu'il y a un prolongement du take-off, du décollage, donc l'économie va continuer à enregistrer des taux de croissance importants. Le taux d'investissement qui était dans la phase précédente entre 15 et 10% va encore franchir un autre palier et va s'élever au 1/5, c'est-à-dire à 20% du revenu national. Et aussi, dans cette phase de maturité, on va voir un progrès technique qui va se généraliser. La phase précédente, celle du décollage, et on a dit qu'il y a des industries qui vont jouer le rôle de moteur, et ces industries-là, ce sont elles qui vont nous générer ce progrès technique. La phase 5, la 5e phase ou la 5e étape, c'est la phase ultime, c'est l'ère de la consommation de masse. Et ici, les besoins fondamentaux de la consommation sont satisfaits et l'industrie a atteint sa maturité, donc c'est vraiment la situation idéale, d'après Solow, plutôt Rostov, et le secteur des services se développe très rapidement. Alors remarquez que on part initialement d'une société traditionnelle avec un secteur dominant, l'agriculture, avec très peu de technique et presque pas d'industrialisation. Vers la deuxième phase, on va avoir l'apparition de ce qu'on appelle les conditions du décollage, commence à avoir un petit peu de l'épargne, de l'investissement, etc. et l'apparition un petit peu d'une industrie naissante. Vers la maturité, c'est l'industrie, plutôt le take-off, c'est l'industrie qui va prendre la relève et c'est elle qui va enregistrer des taux de croissance importants, l'investissement, l'épargne également, et l'activité agricole va avoir un second rôle. Dans la phase de maturité, c'est plutôt l'industrie qui a atteint son apogée, cet secteur dominant, avec une place presque marginale du secteur agricole, et avec des taux d'investissement qui avoisinent les 20% de la production nationale ou du revenu national. La phase 5, celle de la consommation de masse, c'est la phase ultime, et dans cette phase-là, on va avoir un changement dans la structure productive
où le service, les activités tertiaires vont faire leur apparition et vont commencer à se développer. Donc, d'une société agraire vers une société industrielle, vers une société de services. La figure suivante résume les étapes de la croissance telle qu'elle est proposée par Walt Rostow. Le bonhomme, ici, représente la société. Au départ, il est dans la phase traditionnelle, la société traditionnelle, la première phase. Il va passer, après un certain temps, on ignore combien de temps ça va durer, il va passer à la phase 2, là où il y a les conditions du pré-décollage, les conditions du take-off. Puis il y a la phase 3, la phase de take-off proprement dit, puis la phase numéro 4, celle de la maturité, pour arriver à la phase ultime qui constitue l'objectif de ce bonhomme, c'est-à-dire la phase de consommation de masse. Et pour se développer, il doit faire ce chemin jusque-là. Les principales conclusions de la thèse ou du modèle de Walt Rostow. D'abord, ces étapes de la croissance économique peuvent s'appliquer à toutes les sociétés non développées. Donc, pour lui, toutes les sociétés non développées doivent nécessairement passer par ces 5 étapes. Deuxièmement, les écarts de développement sont transitoires et l'égalisation des conditions est inéluctable. Cette théorie est aussi appelée théorie de la convergence. En fin de compte, d'après ce modèle, les pays qui ne sont pas développés, ils sont en situation de retard, c'est-à-dire c'est une question de temps, tout simplement pour Rostow. Et que ces pays qui sont aujourd'hui en retard vont nécessairement passer par l'étape 1, par l'étape 2, faire les décollages, arriver à la maturité et enfin arriver à la consommation de masse, la dernière phase, et devenir des pays développés. Il dit que c'est inéluctable, c'est-à-dire c'est fatal, on ne peut pas y échapper. On va tous passer par ce chemin. Et dans ce cas, cette théorie est qualifiée de la théorie de la convergence. C'est-à-dire que tous les pays non développés arriveront à un certain moment au statut de pays, ou en situation de pays développés. Une troisième conclusion principale du modèle, c'est que le développement y est plutôt vu comme un processus d'évolution vers une finalité, soit la consommation de masse. Cette idée veut dire la chose suivante. Dans la conception de Rostow, la situation de développement correspond à la situation de la consommation de masse. Et quand on arrivera à cette situation, on va être qualifié de développé. Remarquez que le fait de lier la question du développement au critère de la consommation de masse, qui est un critère purement quantitatif, va ignorer ou en train d'ignorer un certain nombre d'éléments importants, d'autres dimensions du concept de développement, et ces dimensions qui sont à caractère qualitatif, liées au bien-être, liées à la sécurité, à l'environnement et à autres éléments.
Les critiques de la thèse de Rostov ou du modèle de Rostov. Nous avons ici deux critiques. La première est formulée par l'économiste américain d'origine russe Simon Kuznets en 1972. La seconde par l'économiste américain Alexander Gerschenkron, également un économiste américain d'origine russe. Simon Kuznets va mettre en cause le manque de données empiriques qui auraient permis de valider les différentes étapes du développement. En fait, ce que veut dire Kuznets est la chose suivante. C'est que les pays qui sont actuellement développés, si Rostov dit qu'ils sont passés par l'étape 1, numéro 1, la société traditionnelle, pour arriver à l'étape 5, la phase de l'ère de consommation de masse, et entre-temps par la phase 2, 3 et 4, comment peut-on vérifier par les chiffres que ces sociétés sont effectivement passées par toutes ces étapes-là? Comment vérifier qu'il y avait une accumulation de l'épargne, de l'investissement, le développement de la technologie avec les taux proposés ou avancés par Rostov, etc. Les 5 à 10% pour la phase du check-off, le 20% pour la phase de maturité, etc. On n'a pas vraiment de données chiffrées. Si on prend une économie comme l'économie américaine, et on sait que l'économie américaine, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Avant d'arriver à ce stade, quelle était la situation de l'économie de la société américaine lorsqu'elle était encore dans la phase traditionnelle? On n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres de la phase des conditions du pré-décollage. On n'a pas également des chiffres pour la phase numéro 3 pour pouvoir vérifier est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ou pas. Si on va encore vers des économies beaucoup plus vieilles, ou des pays beaucoup plus vieux que les États-Unis, la Grande-Bretagne, eh bien, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, à l'époque où il était encore une société traditionnelle, est-ce que nous avons des chiffres pour pouvoir effectivement valider ou invalider cette thèse de Rostov? Malheureusement, pour Kuznets, il dit qu'on n'a pas ces chiffres, et donc on ne peut ni valider, ni invalider cette thèse-là. Deuxième élément qui est important, c'est que le modèle de Rostov nous propose des passages de la phase 1 à la phase 2, de la phase 2 à la phase 3, etc. Mais comment se fait ce passage? Est-ce qu'on est dans la phase 1, l'étape de la société traditionnelle, et hop, on arrive à la phase 2? Est-ce qu'il n'y a pas des phases intermédiaires, des mécanismes particuliers qui nous permettent de passer d'une phase à une autre? À ce niveau, il n'y a aucune précision. Et c'est quelque chose de très important, ces précisions-là, d'après Simon Kuznets. Les critiques adressées par Alexander Gerschenkron au modèle de Rostov vont encore plus loin. Pour cet économiste, il n'est pas nécessaire de supposer que toutes les sociétés humaines doivent nécessairement passer
par ces étapes-là pour arriver au développement économique. Est-ce qu'il n'est pas possible de trouver un autre chemin par lequel les pays doivent passer ou peuvent passer pour partir de la situation traditionnelle, se développer vers une société ou un pays développé? En plus, pour Gerschenkron, ces étapes-là, on n'est pas obligé de les respecter. On peut les sauter. D'autant plus que le progrès technique actuel le permet. C'est-à-dire on n'est pas obligé de passer effectivement de la phase 1 à la phase 2, à la phase 3, à la phase 4, puis à la phase ultime, la phase 5 de consommation de masse. Et il y a des exemples de cette situation. La Corée du Sud actuelle est un pays très développé. Au cours des années 50-60, c'était un pays sous-développé. À partir des années 70, la Corée du Sud a amorcé son développement en tablant notamment sur le développement de la recherche scientifique, etc., et du progrès technique. Et en peu d'années, elle est devenue une puissance économique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas dû passer par toutes les étapes, parce que passer par les 5 étapes de Rostov, ça demande beaucoup de temps. De la société traditionnelle, qui va durer plusieurs décennies, sinon plusieurs siècles, à la société où la phase 2 où il y a les conditions préalables au décollage, ça va prendre encore quelques temps, quelques décennies, 50 ans, 70 ans, un siècle même. Et les autres étapes, la même façon. Et donc, c'est comme si, dans le modèle de Rostov, on est en train de dire au PED, pour aspirer au développement, vous devez attendre des siècles et des siècles, des décennies en moins. Mais la Corée est passée d'une situation d'économie sous-développée vers une économie développée, vers une économie développée en peu de temps. Elle a dû nécessairement brûler les étapes. Et c'est cette idée que Gerschenkron critique également le caractère universel de cette théorie. Et il le remet en cause. D'abord, le modèle ne se réfère qu'à une réalité historique particulière, celle des pays occidentaux, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, les États-Unis, etc. Et forcément, si le contexte historique change, les autres dimensions vont changer. C'est-à-dire le contexte historique des pays asiatiques, des pays africains, des pays latino-américains n'est pas le même que le contexte historique de l'Europe occidentale qui a connu la révolution industrielle. De plus, les conclusions de ce modèle ne peuvent pas s'appliquer aux pays en voie de développement actuellement parce que aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, le contexte actuel est très différent du contexte qu'a connu les pays occidentaux au moment de la révolution industrielle. Au moment de la révolution industrielle, ou juste avant, presque tous les pays ont été des pays sous-développés,
Et nous avons dit auparavant que le développement est un phénomène récent. Donc tous les pays étaient des pays sous-développés. En conséquence, quand on a amorcé la révolution industrielle, pas tous les pays du monde ont connu la révolution industrielle. Un nombre limité, même en Europe. C'est la France, c'est l'Allemagne, c'est la Grande-Bretagne en particulier. Les États-Unis également. Et donc, un nombre limité de pays qui a connu cette révolution industrielle et qui ont commencé à se développer. Au départ, il n'y avait pas vraiment de tension, de pression sur ces pays-là. Et ils ont pu se développer tranquillement. Le commerce international à l'époque était moins contraignant qu'aujourd'hui. Moins contraignant en termes c'est-à-dire, c'était plus facile de faire du commerce. Il y avait moins de concurrence à l'échelle internationale. Ce qui fait que ces pays-là ont pu se développer tranquillement sans être pressés par quoi que ce soit. Par contre, les pays en voie de développement actuellement, qui aspirent au développement, ils ont déjà face à eux un bloc de pays développés. Un bloc de pays développés qui fait de la concurrence à ces pays en voie de développement, en termes de commerce international. Et puis, il y a les modalités du commerce qui ont changé. Les tarifs douaniers, les barrières non douanières, etc. Et puis, ces pays en voie de développement sont toujours, en termes de progrès technique, sont toujours très en retard par rapport aux pays du Nord. Et ces pays du Nord qui ont ce progrès technique ont toujours un avantage comparatif colossal à leur avantage, qui va leur permettre de gagner en termes de commerce international. Chose que les pays des PED, les pays en voie de développement, ne peuvent pas le faire aisément. En fait, le théorème de Exter, Olin et Samuelson, qui est une version développée du théorème des avantages comparatifs de David Ricardo, précise que l'avantage comparatif, on va le trouver où? Et il dépend de quoi? L'avantage comparatif dépend de la dotation en facteurs de production du pays concerné. C'est-à-dire un pays qui veut se spécialiser, qui veut participer dans le commerce international pour faire valoir son avantage comparatif. Le théorème de Exter, Olin, Samuelson lui dit que l'avantage comparatif dépend de votre dotation en facteurs de production, c'est-à-dire le travail ou la main-d'œuvre, les ressources naturelles, le capital technique. Et c'est ces facteurs-là, leur abondance ou rareté relative, qui vont déterminer votre avantage comparatif. Si vous disposez plus de facteurs travail que de ressources naturelles, que de capital technique, vous allez vous spécialiser dans la production ou les productions qui nécessitent beaucoup plus de facteurs travail que les autres facteurs. Ainsi, le facteur travail qui est en abondance dans le pays revient automatiquement moins cher. Et en conséquence, le coût de revient de la production revient moins cher. Et donc, vous pouvez l'exporter et être compétitif à l'échelle internationale. La même logique est utilisée
lorsque le facteur abondant sont les ressources naturelles ou le capital technique. Pour ces auteurs, ils précisent que on ne doit pas s'inquiéter lorsqu'il s'agit du choix de la spécialisation. Quel que soit le choix, ce sera un choix mutuellement avantageux pour tout le monde, c'est-à-dire en choisissant la production qui utilise plus de main-d'œuvre, c'est une bonne chose parce que ça va permettre de gagner à tout le monde de gagner. Si on se base sur les ressources naturelles, c'est encore mutuellement gagnant-gagnant. Et idem, lorsque le facteur en abondance, c'est le capital technique. Et donc, en se spécialisant par rapport au facteur de production qui est en abondance dans le pays, on va pouvoir faire valoir notre avantage comparatif et participer activement dans le commerce international. Cette participation dans le commerce international va se faire par l'intermédiaire de la spécialisation et donc c'est la voie pour le développement pour le théorème de Exter-Ohlin et Samuelson, qui est une version développée du théorème des avantages comparatifs de David Ricardo, précise que l'avantage comparatif dépend de la dotation en facteurs de production du pays concerné, main-d'œuvre, ressources naturelles, capital technique, c'est-à-dire le choix de la spécialisation d'un pays va dépendre de les quantités de facteurs dont il dispose. Si c'est la main-d'œuvre qui est abondante, il va spécialiser là où on utilise plus de main-d'œuvre parce que ça revient moins cher et donc on va être plus compétitif en termes de prix sur le plan international. Si c'est le facteur capital, on va se spécialiser dans des productions capitalistiques qui utilisent plus de capital, parce que avoir une abondance du facteur capital fait que le coût du capital est faible, et donc cela va se répercuter sur la production qui sera moins chère et se vendra plus facilement sur le marché international. Et également, ça dépend des ressources naturelles. Si on a par exemple des gisements miniers, on a par exemple des terres trop hyper fertiles, etc., on va se spécialiser dans les domaines d'exploitation minière, dans l'agriculture, etc. Donc, mais c'est toujours la logique de la spécialisation dans la production pour mieux exporter. Donc, ils précisent, ces libéraux, que quelle que soit la spécialisation choisie, pas vraiment, mais une spécialisation imposée d'après eux par les dotations en facteurs, main-d'œuvre, ressources naturelles, capital, etc. Quelle que soit la spécialisation, elle sera mutuellement avantageuse, c'est-à-dire elle va faire gagner et sera bénéfique pour tout le monde. C'est une logique gagnant-gagnant d'après les théories libérales du libre-échange. Donc, la participation au commerce international, par l'intermédiaire de la spécialisation, est donc la voie, la solution pour arriver à l'objectif de développement. Merci pour votre attention et à la prochaine capsule.